le contre-ordre des économistes, tenant séance en la bonne ville d'Aix-en-Provence en ce mois de juillet 2012, respectant la tradition telle qu'elle est écrite dans la pierre depuis mardi dernier, va procéder, c'est par mes soins, à l'intronisation de M. Gérard Mordia. Gérard, adhères-tu à l'idéal de la confrérie tout entier inclus dans la maxime? Deconentus non bilivus, deconibus ferpectus conitas, qu'on peut assez fidèlement traduire par « les plus déconnants ne sont pas ceux qu'on croit, les plus déconneurs sont parfaitement connus ». Si oui, acceptez ce nez rouge qui représente la plus haute distinction de notre léger contre-ordre et dites « j'en suis fier ». J'en suis fier. Considérez-vous comme intronisé, la conférence peut commencer. Ça lui va drôlement bien. Enfin, mieux qu'à moi. Je vous le laisse. Et c'est pour ça que je crois que ce qui me plairait le plus, c'est effectivement que nous ayons une conversation, que nous puissions échanger un certain nombre d'idées sur cette idée de « il n'y a pas d'alternative », le fameux acronyme thatchérien, « There is no alternative », qu'on appelle TINA, cette fameuse TINA qui pèse sur nous si fort. Alors, d'où elle vient cette TINA On a envie de penser à Tina et ses tinettes, mais elle vient de très loin. Elle vient en fait d'une sorte de revanche des milieux économiques et politiques, et peut-être même d'une vengeance après la guerre, parce que juste après la guerre, ça a été très difficile pour un certain nombre d'entrepreneurs, pour un certain nombre de financiers, etc., de reprendre la place qui était les leurs, puisqu'ils avaient tous, de façon directe ou indirecte, quand même énormément collaboré avec l'occupant nazi. Donc ils ont été obligés de faire profil bas, et c'est là qu'on a vu se construire un État social. Mais cet État social, bien entendu, leur était absolument insupportable, puisque soudain, on reconnaissait des droits aux salariés, on établissait un système de protection sociale, une sécurité sociale, etc. Donc il fallait absolument combattre ça. Et ce combat a été fait de façon très réfléchie, très pensée. Et ça a commencé, au fond, par des hommes qui se sont retrouvés en Suisse, dans un endroit qui est le Mont Pèlerin, où on s'est mis à travailler et à écrire et à produire des textes soutenus par des financiers qui payaient ça, alors que ça n'avait à ce moment-là aucun écho ou très peu d'écho. Alors le plus célèbre d'entre eux, qui est le grand théoricien qui s'appelle Hayek, est celui qui a écrit un livre qui s'est vendu par l'intermédiaire du Reader Digest à plus de 600 000 exemplaires. Voilà, c'était les bases de ce que nous voyons aujourd'hui. Et puis ensuite, parmi eux, parmi ces gens de ce qu'on a appelé l'école de Chicago, il y avait Milton Friedman et tous les financiaristes qu'on a vu arriver. Alors, au départ, c'est pas grand-chose. C'est juste quelque chose qui apparaît dans le champ, je dirais, académique de l'université. On fait des conférences, on fait des publications et tout. Et d'ailleurs, leurs textes sont reçus plutôt avec ironie et plutôt avec sarcasme, puisque cela paraît quelque chose d'absolument impensable. Mais petit à petit, ça va gagner la presse, les médias, et puis ça va commencer à se diffuser, et se diffuser très largement. Et puis il va y avoir un moment politique très fort qui va permettre d'un seul coup l'explosion de ces théories, la mise en place de ces théories. Ça va être l'élection aux États-Unis
de Ronald Reagan et en Angleterre de Margaret Thatcher. Alors là, c'est quelque chose qui devient puissant dans la mesure où les idées trouvent un relais à travers la puissance des États. Et c'est ça qu'on va mettre en place. Et c'est ce qu'on va appeler le néolibéralisme. Et le néolibéralisme, c'est bien évidemment une idéologie. Ce n'est pas, comme justement on veut nous le faire croire, ce n'est pas une vérité révélée, c'est-à-dire que Hayek, Margaret Thatcher ou Reagan n'ont pas reçu l'étape de la loi. C'est quelque chose qui est sciemment pensé et c'est un système qui est foncièrement antidémocratique. Hayek, par exemple, déclarait qu'il préférerait toujours une dictature qui soutient le marché à une démocratie qui la récuse. Et ces idées-là sont des idées qui sont aujourd'hui encore en activité, qui circulent, et on entend ou on lit ici ou là que la crise financière actuelle, la crise des banques, la crise économique, pour s'en sortir, mériterait une certaine dose, comme a dit Alain Minc, une certaine dose de dictature. Et quand on parle de la dictature des marchés, on parle de ça très précisément, c'est-à-dire la suppression de tous les systèmes démocratiques. Parce que, bien entendu, on considère qu'il y a une élite qui doit diriger le peuple, réputée par nature, ignorant, stupide et incapable de comprendre les choses. D'ailleurs, dès que l'on parle d'économie, si on n'est pas un économiste désigné comme tel par l'université, on n'a plus le droit de penser à l'économie. Bien sûr, par principe, on ne sait rien, on ne comprend rien, etc. Et il est stupéfiant, par exemple, de voir aujourd'hui le Premier ministre italien découvrir que baisser tous les salaires et supprimer tous les services publics, ça ne favorise pas la relance de l'économie. C'est formidable, j'espère qu'il a fait de très longues études pour découvrir ça. Je crois que n'importe qui, réfléchissant en 15 secondes, le découvre avant lui. Donc le néolibéralisme est absolument cette idéologie, et cette idéologie, au fond, on peut en situer deux termes qui là aussi ont été très très largement vendus, qui seraient que le capitalisme est la fin de l'histoire, qu'il serait le stade ultime de l'organisation humaine, qu'il ne pourrait pas y en avoir d'autre, qu'il n'y a pas d'alternative à cela, que, bien oui, c'est ça, le capitalisme, alors qu'on l'appelle aujourd'hui le libéralisme, parce que le libéralisme fait sonner dans l'oreille le mot liberté, mais c'est tout son contraire, parce que l'enjeu du langage est aussi extraordinaire. Et puis la deuxième chose serait que le marché, ce qu'on appelle le marché, se confondrait avec la démocratie. Alors que là aussi, c'en est l'exemple contraire. Et ces aspects du langage, c'est-à-dire cette novlangue, cette façon de retourner tous les concepts et de leur faire dire autre chose que ce qu'ils désignent, est aussi une des caractéristiques du combat qui se mène aujourd'hui. Vous avez tous remarqué comme moi qu'on ne parle aujourd'hui que de coût du travail. Mais le coût du travail, là aussi, c'est quelque chose qui a été lancé dans le vocabulaire pour ne plus prononcer le mot salaire. On parle du coût du travail. Cela suppose, cela induit que le travail coûte et ne rapporte rien. Ça serait simplement un coût, le coût du travail. Le coût du travail, quand on dit il faut baisser le coût du travail, il faut traduire immédiatement, il faut baisser les salaires. Et il y a 10 exemples. Il y en a qui sont absolument merveilleux. L'invention du plan social pourrait expliquer un plan de licenciement, c'est merveilleux. Et encore mieux, puisqu'on a encore franchi une marche, c'est le plan de sauvegarde de l'emploi. On vous fout à la porte pour sauvegarder l'emploi. De qui, on se demande. Donc, ce combat, il y en a un qui toujours, moi, me fait sauter au plafond et qui, j'espère, vous fait sauter au plafond autant que moi, c'est d'entendre les syndicalistes désignés comme partenaires sociaux. Les syndicalistes n'ont pas et ne sont pas des partenaires sociaux des organisations syndicales. Ils doivent être très clairement des adversaires et voire des ennemis de classe. Il faut le dire comme tel, parce que
de l'autre côté, du côté justement des organisations patronales et des mouvements politiques de droite qui les soutiennent, ce sont très clairement dans ces termes-là que sont perçus l'ensemble des salariés. Kafka, bon, ça remonte à loin, avait une très bonne expression dans un texte qu'il a écrit où les patrons désignaient les salariés de leur entreprise comme des ennemis payés. Voilà. Je crois qu'il y a ça. Alors cet enjeu sur le langage me paraît très fort parce que petit à petit, on nous fait rentrer dans un monde et dans un vocabulaire et on reste dans cette idée-là sans que nous puissions apparemment en sortir. Donc nous devons faire cet effort pour en sortir. Et je crois qu'il faut être très attentif aux mots puisque le combat se mène beaucoup justement à travers les déclarations, les proclamations, les écritures, les manifestes, etc. Et c'est comme ça que les gens du Mont Pèlerin en Suisse, qui ont commencé dans un hôtel d'une certaine manière, finalement comme un cancer, se sont répandus dans le monde entier et prétendent aujourd'hui, les successeurs, bien entendu, les épigones, les laudateurs, prétendent que le monde est désormais constitué comme ça. Et donc, forcément, c'est quelque chose que nous pouvons combattre, parce que cette idéologie est une idéologie, je le répète, entièrement antidémocratique. Alors, j'en prendrai deux exemples. Nous vivons en France en démocratie. Bien sûr, nous ne sommes pas dans une théocratie et nous ne sommes pas non plus dans une dictature. Mais lorsque je dis que nous vivons dans une démocratie, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que c'est authentique? Permettez-moi d'en douter. L'exemple le plus flagrant étant le référendum sur le projet constitutionnel où 55% des Français ont voté non et où par un tour de passe-passe via le Parlement, on a fait passer le traité de Lisbonne qui disait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a absolument contourné le vote des citoyens. De la même manière, sur la question de la réforme des retraites, là aussi, on est passé directement par l'Assemblée nationale et le Sénat, et on a encore une fois contourné les citoyens, alors que 70% des Français se disaient hostiles à ce qui se mettait en place, et ce chiffre de 70% de Français qui étaient hostiles était publié dans une feuille de chou gauchiste extrêmement radicale qui s'appelle Le Figaro. Donc je crois qu'il faut se dire que nous sommes dans un système post-démocratique. Et c'est vrai qu'on peut avoir aujourd'hui le sentiment de ne pas être réellement représenté par ceux qui devraient nous représenter aujourd'hui à travers les différentes assemblées. Juste, je fais un détour qui n'a peut-être rien à voir, mais moi qui m'a beaucoup frappé. Au moment de la campagne présidentielle, la droite a voulu disqualifier François Hollande sous prétexte qu'il n'avait jamais été ministre. Moi, je me disais, mais quelle drôle d'idée. Il n'y a besoin d'aucune qualité pour être ministre. Quand on voit la bande de crétins entre Nadine Morano, Lefebvre, Hortefeux, etc., qui ont été ministres, il y a besoin vraiment, on peut prendre le premier venu, il peut être ministre, il n'y a pas de problème. Une autre chose me paraissait plus inquiétante, c'est qu'en réalité, François Hollande n'a finalement aucune expérience de ce qu'est la réalité de l'emploi à l'intérieur de notre société. François Hollande a fait des études brillantes, il a fait HEC, puis il a fait l'ENA, puis il a fait la sous-préfecture, puis il a intégré le Parti socialiste dans les cercles dirigeants, puis il a été un élu, etc., etc. Mais que sait-il de la réalité de la vie de l'ensemble des Français? Il en sait des choses par connaissance, par lecture, par information, mais il ne sait pas, il lui manque cette expérience fondamentale. Or, lorsque l'on voit les hommes politiques aujourd'hui qui nous représentent, l'immense majorité ignore cette réalité. Alors peut-être que les choses ont un tout petit peu changé avec les nouvelles élections, mais il y a à peu près un an, le Monde diplomatique avait publié en pourcentage une chose assez effrayante qui était que dans l'ensemble, dans le Parlement, c'est-à-dire les sénateurs plus les députés, combien d'élus avaient travaillé dans une entreprise? Et on arrivait à ce pourcentage hallucinant de 0,5%.
C'est-à-dire que même les sénateurs, même les députés communistes venaient de l'enseignement, du barreau, de la fonction publique, de la médecine, etc. Il y avait donc là un écart extrêmement important entre ceux qui nous représentaient, et de façon plus large les classes dirigeantes et l'ensemble de la population. Eh bien, toute cette structure qui est mise en place, c'est une structure qui a été extrêmement réfléchie de la part de ceux qu'on appelle les néolibéraux, c'est-à-dire de supprimer et d'écarter et d'assassiner l'État, tout simplement. L'ennemi, c'est l'État, et on peut ruiner l'État puisque l'État est l'ennemi. Ronald Reagan, par exemple, a la dette absolument faramineuse des États-Unis vient des dépenses qu'a fait Ronald Reagan dans son programme militaire de guerre des étoiles, etc. Mais au fond, ça ne le dérangeait pas de ruiner l'État, puisque l'État est l'ennemi. Donc il fallait ruiner l'État, et toute la théorie de Hayek et de ses suiveurs est celle-là. Il faut supprimer l'État, il faut supprimer les syndicats, il faut supprimer, etc. Seul le marché, seuls les donneurs d'ordre doivent avoir voix au chapitre. Alors, on peut, si on s'étend un peu plus loin, se poser la question, si nous sommes dans un régime qui est, je dirais, post-démocratique, qui en tout cas n'est plus démocratique, est-ce que nous sommes encore dans une république ? Et là, la réponse est difficilement affirmative, parce que la devise de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité, et déjà Robespierre avait très bien pensé, puisque c'est lui l'auteur de la formule, de la devise, avait bien pensé à la question qui finalement est une question qui s'adresse à nous tous. La liberté poussée à son extrême peut amener l'oppression, exemple le capitalisme. La fraternité, on dirait aujourd'hui la solidarité, n'est pas nécessairement une vertu humaine innée, et donc il faut la soutenir, et donc on a placé l'égalité au milieu. Pourquoi l'égalité ? Bien parce que l'égalité, c'est le rôle de l'État d'assurer justement l'équilibre entre la liberté à laquelle chacun aspire et la fraternité ou la solidarité qui devrait être notre règle commune. Donc il faut détruire l'État, donc il faut détruire l'égalité, et lorsque vous commencez à parler d'égalité, vous voyez se dresser l'ensemble des éditorialistes néolibéraux, vous traitez immédiatement de staliniens ou de maoïstes, etc., et confondre l'égalitarisme et l'égalité. Mais l'égalité est un principe absolument fondamental. Or aujourd'hui, là aussi, sous le poids de la pression des médias, des interventions, parce qu'il faut bien savoir que ce qu'on appelle les libéraux ou les non-libéraux tiennent aujourd'hui 99, voire 99,5% de tous les moyens médiatiques, que ce soit la presse écrite, la radio, la télévision, et je dirais même d'une certaine manière le cinéma. Donc cette République, elle est mise en péril d'une certaine manière, et on veut substituer à l'égalité, principe fondateur, la charité. C'est-à-dire que la charité qui a tous les avantages, qui permet de se mettre en scène soi-même faisant la charité, c'est très bon pour l'image publique, et en même temps de renvoyer le peuple à un peuple finalement mendiant. Et ces idées-là sont des idées qui ont été pensées, réfléchies, structurées, écrites. On ne peut pas dire qu'on a été pris par surprise. Donc, face à cette force, face à ces structures économiques qui sont mises en place et qui définissent les structures politiques, je vous renvoie à de nombreux textes qu'a écrit Frédéric Lordon sur ces questions, je veux dire, nous devons, nous, bien entendu, non pas résister, mais combattre ces idées, et surtout faire la première marche qui est, à mon avis, la marche fondamentale, penser qu'on peut faire autrement, que ce monde que l'on définit comme clos, fermé, écrit, définitif, eh bien non, c'est totalement faux. On peut tout à fait penser le monde autrement. Et penser qu'on peut le penser autrement, eh bien, c'est déjà, à mon avis, une chose extrêmement forte, parce que tout est fait pour dire à l'ensemble des citoyens de ce pays, ne cherchez pas à faire autre chose, on pense pour vous, ne pensez rien. Eh bien moi je crois qu'au contraire,
Et encore une fois, l'exemple des discussions qu'il y avait eu à propos du projet constitutionnel ont montré que l'intelligence populaire, lorsqu'elle s'exerçait, était absolument extraordinaire. Et donc, il faut absolument ça. Parce que s'il y a une chose, et pardonnez-moi, je vais être sans doute vous paraître un extrémiste en disant ce que je vais dire, mais je le pense profondément, je pense que la France n'a pas besoin de réforme, mais qu'elle a réellement besoin d'une révolution. Et que cette révolution, eh bien, elle viendra, on ne sait pas d'où, sans doute d'une chose anodine qui d'un seul coup mettra le feu aux poudres, mais qui permettra finalement que cette colère, ce ressentiment que je sens partout où je vais, s'exprime. Une révolution, parce que pour rétablir ne serait-ce que les services publics dans la place qui doit être la leur, après les 5 ans qui viennent de s'écouler sous la présidence de M. Sarkozy, où l'entreprise de démolition systématique des services publics a été mise en œuvre. Et ça, on peut reconnaître ça à Sarkozy. Il a tenu ses promesses. Madame Mignon, qui s'occupait de l'éducation, qui est une militante catholique fervente de l'école privée, avait très clairement, dès le début de la présidence, dit qu'il fallait, bien entendu, démanteler l'éducation nationale. Et ils s'y sont employés et ils étaient à 2 doigts de réussir. Je dirais la même chose du secteur médical, la même chose de la justice, la même chose des transports, de la poste, etc. On a entendu plusieurs intervenants décrire comment France Télécom, qui était une entreprise prospère, a été là aussi démantelée, laminée et maintenant absolument endettée au profit de certains, seulement de certains, bien entendu, comme toujours. Donc, ce que je crois, c'est que la révolution, ça ne sera sans doute pas la révolution avec un grand air, le grand soir, etc., etc. Mais je veux dire simplement, ça sera rétablir cette égalité. Je ne rêve pas d'un monde idéal où soudain chacun aurait selon ses besoins, mais rétablir l'égalité, redonner la place fondamentale à l'égalité dans la République, c'est ça qui me paraît aujourd'hui notre tâche. Et notre tâche, eh bien, il faut savoir qu'à mon sens, elle ne se fera certainement pas sans violence. C'est un grand débat entre Frédéric Lordon et moi. Frédéric pense que non, ça ne se passera pas et qu'il n'y aura pas de soulèvement populaire. Moi, je pense que nous sommes dans une situation qui finalement fait un peu écho à celle des années 30, voire de 36 en France, où sous un gouvernement de gauche, soudain, on a vu de très grandes grèves, des grèves générales, tout simplement pour contraindre les dirigeants à appliquer ce qu'ils avaient promis d'appliquer. Je pense qu'on n'est pas loin de ça et que les premières mesures qui ont été prises par le gouvernement me paraissent très caractéristiques de la timidité historique des socialistes. Augmenter le SMIC de 2%, sincèrement, c'est ridicule. Donc, je crois qu'il faut que nous nous mobilisions intellectuellement, mais aussi que nous nous mobilisions à la fois, comme aujourd'hui ce matin, dans la rue, et que nous arrêtions de faire de la marche à pied en chantant des chansons sur le mode des calembours, et faire entendre très puissamment quelle est notre colère et quelles sont nos revendications. C'est ça la révolution. Merci beaucoup pour cette intervention. Le temps est venu à vous de prendre la parole. Alors comment nous allons faire? S'il y a beaucoup de questions, je propose qu'on applique la RGPP. Donc on prenne une question sur 2. Voilà. Mais pour l'instant ça va, il n'y en a que 2. On va prendre une question après l'autre. Juste avant... Voilà, un petit bruit me rappelle que j'ai oublié de vous informer de quelque chose d'extrêmement important. C'est que tout ce que nous avons mis en place dans ces rencontres économiques, nous l'avons fait à la force de nos petits bras musclés et de nos petites cervelles fatiguées, c'est-à-dire sans aucune aide financière, sans aucune subvention, sans aucun autre soutien que ceux des associations et des bénévoles qui sont ici présents. Et donc, nous avons eu l'idée de retourner pas nos vestes, mais nos chapeaux. Et donc, vous allez trouver, je ne sais plus exactement où, mais quelque part des chapeaux
Et nous vous remercions autant que vous le souhaitez. Voilà, il y en a un qui s'agite là-bas derrière, au-dessus de nos têtes. Un deuxième, troisième, voilà, multiplication des chapeaux. Si vous pouvez, à votre bon cœur, messieurs, dames, essayer de les remplir, ça serait sympa. Voilà. Allégez vos poches et remplissez les chapeaux. Alors, la première question, ça va être la dame. Donc, on va vous passer un micro parce que vous avez vu que c'était pas si facile de faire entendre nos voix. Voilà. Ensuite, alors, j'avais déjà vu. Alors, comme on va pouvoir prendre qu'une question à la fois, je vais noter les personnes, mettre un numéro d'ordre, et comme à la sécurité sociale et partout d'ailleurs, et toutes les questions, nous avons essayé d'y répondre, enfin pas moi, M. Mordia. Donc la quatrième était là. Voilà. Alors on commence par la première. Oui, bonjour. Vous avez évoqué Frédéric Lordon, et donc je voudrais savoir ce que vous lui répondez lorsqu'il dit que les révolutions, on sait comment elles commencent, on ne sait pas comment elles finissent, comme dit Deleuze, et que les révolutions, c'est souvent remplacer une domination par une autre. Voilà. Oui, j'ai entendu Frédéric citer Deleuze, et je suis absolument en désaccord avec ça. Parce que je trouve que ça, c'est une caricature de ce qu'est la Révolution. La Révolution française a apporté ce que nous vivons aujourd'hui et ce que le monde vit aujourd'hui. Alors c'est vrai que là aussi, dans la doctrine néolibérale, il y a eu une attaque très violente contre les idéaux de la Révolution française. Et aujourd'hui, de façon quasi systématique, on dit Robespierre égale Staline égale Hitler. Tout ça, c'est la même chose. Or, il ne faut jamais avoir lu la moindre texte de Robespierre pour penser ça, car s'il y a quelque chose qui est très opposé à ce qu'était l'État stalinien, c'est bien la pensée de l'État chez Robespierre. Donc, je crois que les révolutions apportent justement la libération des peuples. Alors, les victimes du stalinisme, les victimes de l'hitlérisme, les victimes du maoïsme, mais on oublie un autre isme qui sont les victimes du capitalisme. Et en matière d'ancienneté et en matière de largeur de massacres qui ont été organisés, il suffit de prendre l'histoire des États-Unis pour voir que, bien entendu, le premier assassin de l'histoire mondiale, c'est le capitalisme, que les autres, finalement, sont des petits bras à côté. Et une chose, nous en parlions et je ne sais plus qui encore récemment, dès que l'on parle de la Révolution, on veut aujourd'hui l'associer à la terreur. Très bien, parfait, formidable, le mot a sans doute été mal choisi. Mais il faut savoir... Hein ? Oui, non, mais Michel Onfray, mais ça, lui, il pourrait mettre un nez rouge et se promener pour faire rire tout le monde. Mais la terreur, la grande terreur, qui d'ailleurs n'a pas été décrétée simplement par Robespierre, ne l'oublions pas, elle a été décrétée aussi bien par Robespierre, par Danton, par Collot d'Arbois, par Saint-Just, etc. Ça a fait 1400 morts. Alors bien sûr, on peut regretter qu'il y ait 1400 personnes qui aient été guillotinées. Et du coup, on en fait, d'un seul coup, on fait de Robespierre le monstre sanguinaire, absolu, etc., au point que le Conseil de Paris a refusé d'attribuer une rue, voire un boulevard à Robespierre, alors que nous avions réussi à faire arriver une demande dans ce sens. Voilà. Mais attendez, encore mieux, des rutières, il y en a encore partout. Et là, voilà. Alors que pendant la semaine sanglante, en une semaine, 20 000 morts, hommes, femmes, enfants massacrés, etc. Et ça, voilà un homme d'État. Non, on est dans ça. Donc, cette révision de la Révolution qui est partie justement des travaux de François Furet, de Mona Heusouf, etc., participe à cette idée de ruiner l'idée que l'on puisse faire autrement, que l'on puisse penser le monde autrement, qu'on puisse le transformer. Ce sont tout simplement des points de vue réactionnaires, parfaitement conservateurs, et qui sont très largement soutenus par l'édition et par les médias. Voilà, et moi je crois que les révolutions ne se terminent pas toujours mal, les révolutions ne se terminent jamais. C'est surtout ça.
Monsieur Gérard Mordier, d'abord, merci beaucoup. Très belle conférence, on a appris des choses, même si vous n'êtes pas conférencier. Le fait de savoir qu'il y a 0,5% d'élus dans nos parlements qui ont exercé un emploi dans une entreprise, c'est énorme. C'est juste, je suis effrayé. Donc bon, il faut en faire quelque chose. Bon, là, avec Alain, avec Etienne Chor, on a quelques solutions, hein, peut-être pour faire mieux, on verra ça, quoi. Donc, ensuite, avec le 9 langues, effectivement, avec d'autres amis, avec Franck Lepage, tout ça aussi, il y a d'autres idées à avoir pour désintoxiquer du langage, quoi. Moi, j'avais une question à propos des réunions un petit peu en Suisse, tout ça, quoi. Parce qu'avec le complot, il y a 2 erreurs. La première erreur, c'est d'en voir partout. Et l'autre erreur, c'est de ne pas en voir. J'aimerais savoir si vous avez un avis, une idée sur tout ce qui est la trilatérale, les Bilderberg, parce que c'est vrai que c'est des réunions aussi qui se passent chaque année, sous le nez de tout le monde, souvent aidés par les États qui aident en police et tout ça pour l'organisation, et on n'en parle pas assez. Bien sûr, c'est secret, bien sûr, Manuel Valls y participe, et tout, Jospin y a participé, etc. C'est secret, puisque les journalistes n'en parlent pas, et les journalistes en font partie. Donc, est-ce que vous avez un avis là-dessus, ou est-ce que vous n'êtes pas assez documenté? Moi, je suis assez étonné de la manière dont ça se passe. Si on parle de complot, on traite dessus de complotistes, comme pour l'homme septembre, tout ça, quoi. Or, il y a vraiment un scandale là-dessus. Enfin, je ne connais pas la question en détail, mais je ne crois pas qu'il s'agisse d'un complot. Il n'y a pas de complot, il y a tout simplement une pensée qui se met en œuvre et qui se structure. C'est-à-dire que ceux qui sont très clairement nos adversaires, voire nos ennemis, eux ne craignent pas de penser le monde et de l'organiser pour leurs propres intérêts, et d'essayer de disqualifier toute autre pensée sous prétexte que nous ne serions pas légitimes à réfléchir sur l'organisation sociale, politique, économique, financière. Donc c'est ça qui est en place. Et le problème est un problème finalement, je crois, sociologique. Parce que, qu'est-ce qu'on voit? Ceux qui aujourd'hui sont dans toutes les sphères de pouvoir, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais sont passés exactement par les mêmes écoles, ont eu le même parcours et finalement ne peuvent pas penser qu'il existe un autre monde. Je vais dire une chose anecdotique, mais que je trouve extrêmement significative, en tout cas pour moi. Récemment, j'avais une discussion avec 2 amis qui sont des cinéastes, Jean-Pierre Thorne qui est un documentariste, Robert Bobert qui est aussi un documentariste, qui a écrit aussi beaucoup de choses, Robert qui a fait beaucoup de choses avec Georges Perec. Et nous constations qu'à notre génération, enfin, Robert Bobert est plus âgé, il a 80 ans, mais à la génération de Jean-Pierre et moi, nous avons 60 ans, on constatait que tous les cinéastes avaient, avant de faire du cinéma, exercé un autre métier. Jean-Pierre était chez Alstom, Robert Bobert était ouvrier tailleur, moi j'étais ouvrier imprimeur. On avait tous fait quelque chose d'autre. Or, aujourd'hui, les cinéastes qui ont 30 ans sont passés de papa-maman à une école de cinéma, voire la FEMIS, puis ont travaillé dans le cinéma, puis ont fait des films, et puis pensent que la réalité du monde, c'est celle qui est décrite dans Première ou dans les cahiers du cinéma. Là aussi, de la même manière que sur le plan politique, on voit qu'il y a là aussi une coupure avec cette expérience fondamentale. Donc ce que vous décrivez, ces réunions-là, sont des gens qui sont finalement du même monde, qui pensent de la même manière et qui tiennent des positions politiques en fonction de leurs propres intérêts. C'est vrai que vous pouvez être invité chez des amis et puis découvrir un peu stupéfait que se trouve là en même temps et Laurent Fabius, et Alain Juppé, et Gergorin, qui est le type de ADS, etc. Tous viennent de l'ENA, tous ont fait la sous-préfecture, tous ont... Il y en a qui sont socialistes, d'autres qui sont à l'UMP, etc. Mais en réalité, ils sont les mêmes. Et je crois que c'est contre ce même que nous devons lutter en premier. Oui, je voudrais d'abord donner une information. Chaque année à Aix, fin août, se tient une université d'été depuis plus de 20 ans des adeptes du Mont Pèlerin, sous la conduite du professeur de droit d'extrême droite, Jacques Garello. Et donc, je pense que cette année, ça aura lieu.
également à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Sur la question de la violence, je pense qu'il y a quand même un exemple qui est assez récent, c'est celui de l'Argentine. Le gouvernement Menem a fait à peu près ce qu'on fait à la Grèce actuelle. Il a liquidé tout ce qui est des services publics, notamment il n'y a pratiquement plus de services ferroviaires, par exemple, en Argentine. Et il a quand même fallu une insurrection populaire qui a fait une quarantaine de morts à Buenos Aires et le départ de 3 ou 4 présidents en hélicoptère de la Casa Rosada, et pour qu'il y ait un gouvernement qui décide de dire on va annuler, on va pas payer la dette. Donc je pense que la question de la violence n'est pas à exclure ici comme là-bas. Allez-y. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est le monsieur qui est là, qui a aussi... Oui, j'ai vraiment beaucoup apprécié la cohérence de votre analyse, disons, du pouvoir des mots. Et j'ai envie de vous poser une question assez simple, parce que vous-même, moi-même, tout le monde... tout le monde parle du marché, et moi, ça m'énerve un peu. Parce que le marché, c'est un mot qui n'existe pas dans les... C'est une sorte de truc... Bon, pourquoi ne parle-t-on pas à chaque fois les gros, ou bon, grands, ça ferait mieux, les grands actionnaires? Les grands actionnaires veulent ça. Les grands actionnaires, on parle du marché. Et je ne sais pas, donc vous... Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il faut dire très clairement, les spéculateurs, les banques, voilà, c'est ça le marché, c'est ceux qui spéculent tout simplement sur les mouvements de finances qui sont favorisés, bien entendu, maintenant par la circulation Internet du monde. Et donc, le marché, c'est pas un monstre abstrait, ce sont des personnes et ce sont des institutions, etc. C'est ça le marché, mais ce sont eux qui réellement, aujourd'hui, sont aux commandes. Ce sont eux qui réellement donnent leurs ordres aux politiques, et les politiques sont simplement appelés à mettre en œuvre les marchés. On doit faire droit aux demandes des marchés. On nous dit qu'on a une dette qu'on doit payer, or personne ne sait, pas plus vous que moi, et on n'arrive pas à savoir ce qu'est la nature de cette dette, et ce serait cette abstraction qui pèserait sur nos têtes, qui réclamerait que nous passions toute notre énergie et tous nos biens pour régler cette dette dont nous ignorons tout. Là, vous avez raison, il faut cesser de parler des marchés, il faut parler des spéculateurs, parce que, bien entendu, c'est des choses qui rapportent énormément à certains et qui privent la majorité d'énormément de monde. Je vais vous lire une chose. On avait mis en exergue de ce livre un truc que j'avais lu, je suis un grand lecteur de Jonathan Swift, et dans Swift, dans Les Voyages de Gulliver, quand il va chez les Wooning, c'est difficile à prononcer, c'est les chevaux qui parlent, voilà ce qu'il dit, mais je crois que, voilà, ça... Le riche profite du travail du pauvre, et il y a 1000 pauvres pour un riche. La masse de notre peuple est forcée de vivre dans la misère, travaillant tous les jours pour un pauvre salaire, et permettant à quelques-uns de regorger de tout. Voilà. Merci Jonathan Swift, on est dans ce monde-là. Juste pour rassurer toutes les personnes qui ont des questions, donc là, normalement, il y avait quelqu'un qui était par là, donc pas vous. Ah, alors s'il y a des questions dans mon dos, effectivement, je les avais pas vues. Excusez-moi, comme vous êtes cinéaste, je m'expliquais pourquoi. Je pose d'abord la question et l'explication après. J'ai une question un peu provocatrice à vous poser. J'étais l'un des fondateurs du Front de gauche du numérique. J'ai vu que vous aviez soutenu le Front de gauche. Or, nous avons été censurés par le Front de gauche de la culture, notamment par la CGT du spectacle, parce qu'il y avait le problème de la loi Adopi que, indirectement, ils soutenaient. Et donc, la question que je voudrais vous poser est la suivante.
Le passage du libéralisme au néolibéralisme, qui n'est pas la même chose. Tony Negri a écrit des choses dessus, c'est pas la même chose. Si on fait une analyse marxiste en termes de rapport de production et de force productive, c'est-à-dire qu'on a une révolution technologique qui a permis la mondialisation et l'abstraction des frontières dans le numérique, mais pas dans les territoires et les marchandises. À partir de ce moment-là, les flux financiers sont inséparables, comme disait Marx, parce que tout rapport de production prend la forme juridique d'un rapport de propriété, sont inséparables d'une prétendue propriété intellectuelle. Et on sait très bien qu'aux États-Unis, la première industrie, ce n'est plus l'industrie de biens matériels comme Boeing ou les automobiles, c'est l'entertainment, c'est l'industrie du divertissement à laquelle appartient votre profession, le cinéma. Donc, quelle est votre position par rapport à la prétendue propriété intellectuelle? Et êtes-vous d'accord pour l'abrogation des lois Hadopi, d'APSI? Et une bonne nouvelle, le Parlement européen vient d'empêcher ACTA. Enfin, c'est compliqué de vous répondre simplement en quelques mots. Je crois que la loi Hadopi a été fort mal pensée et fort mal faite. Je crois qu'il y a quand même une nécessité, et je ne sais pas sous quelle forme, et sincèrement je n'ai rien à avancer sur ce terrain-là, pour la protection tout simplement des œuvres. Et derrière la protection des œuvres, la protection de ceux qui les produisent. Alors le grand débat, je crois, il se situe de façon un peu décalée entre la chose qui nous a toujours opposés aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en France, il existe un droit qui s'appelle le droit d'auteur, donc une œuvre, un auteur. Aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, on est sous le régime du copyright, où il y a un produit et un producteur. Et je me souviens de Wim Wenders faisant dire, je ne me rappelle plus le nom, qui était le chef lobbyiste des États-Unis sur le cinéma, quel est, au regard du droit américain, l'auteur de Citizen Kane? Eh bien, au regard du droit américain, Citizen Kane était de Sony, puisque Sony avait l'ensemble des droits de Citizen Kane. Donc il pouvait en faire ce qu'il voulait, le découper en tranches, le coloriser, le faire, etc. Donc je crois que le débat, il est très compliqué sur le problème justement de la circulation des œuvres à travers Internet. Comment à la fois favoriser cette circulation, permettre l'utilisation au plus large de ce nouveau vecteur de diffusion, et en même temps protéger non pas la propriété intellectuelle, mais l'œuvre elle-même, c'est-à-dire la capacité aux individus qui l'ont produite, tout simplement, de garder un droit de regard absolu sur ce qu'ils ont produit. Parce que le problème est aussi là, c'est-à-dire que dans la production des images, mais aussi dans la production des mots, on peut les voir réaccaparés par d'autres et en faire le contraire de ce pourquoi ils ont été créés. Donc c'est compliqué, c'est pour ça que je crois que c'est une discussion difficile et un peu longue sur ce terrain-là. Et c'est vrai que comment légiférer là-dessus, très compliqué, et je crains que toute forme de libéralisation absolue des œuvres amène tout simplement à la ruine absolue de ceux qui les auront produites. Voilà. Bonjour et merci pour votre conférence, vraiment. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos de la sagesse populaire et du savoir et de la compétence populaire, que je crois vrai aussi. Mais vous avez cité en exemple donc les décisions parlementaires par rapport à la Constitution européenne. Je voudrais citer un autre exemple simplement, c'est que quand le Parlement français a pris la décision d'abolir la peine de mort, vous savez très bien que s'il y avait eu un référendum, la peine de mort n'aurait pas été du tout forcément abolie. Et donc, ça pose aussi une question. Et donc, le rapport des gouvernants, des élites, avec le peuple, où normalement les élites sont au service du peuple, mais nourrissent une pensée aussi. La pensée ne vient pas que du peuple. Voilà, donc je trouve, et d'autre part, une autre réflexion sur
le capitalisme, que je trouve tout à fait normal qu'il a fait, enfin, tout à fait vrai ce que vous dites sur le nombre de victimes du capitalisme, mais j'étais un tout petit peu étonné quand même que vous parliez du nazisme et du communisme comme petits bras. Parce que le nombre des victimes du XXe siècle, quand même, était suffisamment éloquent et important, et la mort d'une pensée aussi représentée par ces systèmes, enfin, voilà, l'expression petit bras, puisque les mots sont très importants, m'a paru un petit peu étonnante. Mais faites l'addition, disons, à partir du XVIe siècle, des conquêtes des pays européens vis-à-vis de l'Afrique, de l'Amérique, etc. Et je veux dire, hélas, la montagne de morts se dresse devant nous, c'est terrible. Ce que je veux dire, bien entendu, on ne va pas faire, c'est ridicule de faire ce type de comparaison, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier dans les grandes histoires des massacres qui malheureusement ponctuent les siècles de l'humanité, les massacres produits et organisés par le capitalisme, qui sont tout aussi condamnables que ceux du stalinisme, que ceux du nazisme, bien entendu. Ils sont tout à fait... voilà. Et bien sûr, on est face à ça. Mais je reviens un instant sur l'intelligence populaire. Regardez, le problème, c'est que lorsque cette intelligence s'exerce, comment elle est combattue? Je donnerai deux exemples dans deux domaines différents. L'expérience des LIP, qui a été un modèle extraordinaire d'organisation, de prise en main par des salariés d'une entreprise, d'une organisation, alors là, qui était un modèle de démocratie interne, d'intelligence, de façon de faire, d'organisation du travail et tout, a été très vite combattu et finalement assassiné pour des raisons strictement politiques. Quand on voit aujourd'hui ou quand on discute avec ceux qui ont participé à ça, on est simplement béat d'admiration devant l'intelligence qu'ils avaient exercée. Récemment, on a vu un film sur l'histoire du Larzac, Tous au Larzac, où là aussi, on voit comment, et moi c'est une histoire que je connais bien, puisqu'avec Gérard Guérin, nous étions parmi les premiers à tourner au Larzac en 1974, un film qui s'appelle L'Opaïs. Donc on les a connus au tout début. Et quand on voit là aussi le chemin qu'ont fait ces personnes, la réflexion qu'ils ont menée, la capacité d'ouverture et d'intelligence d'esprit, parce que, comme il est dit dans le film, et comme le dit Léon Maillet, il faut dire qu'au départ, ce sont des paysans catholiques de droite, etc., qui, voilà. D'ailleurs, c'était ça que le gouvernement n'avait pas compris. Il pensait que c'était des bergers fous et des ouatreux des montagnes, mais c'était pas du tout ça. Bon, là aussi, on voit comment ces gens s'organisent, réussissent à faire cette chose-là. Mais moi, ce que j'ai trouvé formidable, bon, alors l'histoire du Larzac est une histoire en soi, mais c'est de voir qu'aujourd'hui, leur réflexion et leur organisation ne s'est pas éteinte, ne s'est pas arrêtée, et qu'ils sont aujourd'hui en première ligne pour lutter contre l'extraction des gaz de schiste, qu'ils sont contre la culture des OGM, etc. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose, une production d'idées, une production d'intelligence, une production parfaitement démocratique qui est toujours, d'une manière ou d'une autre, combattue par les structures de gouvernement. Parce que c'est vrai que le peuple en soi fait toujours peur à ceux qui gouvernent. Et ça, c'est terrifiant de penser ça, de penser que ceux que nous élisons, finalement, nous voient, nous, comme un danger, alors que nous devrions être, au contraire, ceux qui, finalement, sont les meilleurs soutiens de cette action politique. Bon, merci de toutes ces précisions, et en particulier de rendre un peu actuel, par des exemples bien choisis, une espèce de fond nécessaire pour la pensée de chacun. Nous avons tous lu que pour devenir une force, les idées doivent s'emparer des masses. Et ce que je pense dans la période actuelle, c'est qu'on a d'abord laminé ce que chacun de nous a reçu très tôt dans sa famille ou dans son quartier, cette espèce de besoin et de revendication de dignité. Quand on est chauffeur de bus, quand on est petit commerçant, on se regarde et on dit « je suis quelqu'un, j'ai en charge ma famille, j'ai en charge
mon intervention dans le quartier. Or, l'une des cibles qui a été, maintenant, ça fait plusieurs décennies, c'est de faire qu'on quitte cette espèce d'identité, de revendication à la dignité, si et sous moment, pour transformer chacun en un consommateur atomisé, lobotomisé. Et ça commence sous SMIC et ça atteint jusqu'à ce qu'on appelle les classes moyennes. C'est-à-dire que des gens qui sont à Bac+, sont salariés, n'ont reçu dans leur formation que tous les coups sont permis puisque tu gagnes, et quand tu as gagné, là-haut, on met le doigt sur toi. La preuve, c'est que tu gagnes. Donc, ce qui est, je pense, très important, ce que j'ai reçu, moi, après 3/4 de siècle de pollution sur cette terre, ce que j'ai reçu, c'est le virus, le message que nous ont inculqué nos instituteurs. Nos instituteurs, c'était dans le début des années 50, c'était des gens qui revenaient des maquis, qui revenaient des camps, et qui avaient à cœur de faire que les jeunes deviennent des hommes debout. Or, ce qu'on a vu dans la dernière période, c'est que dans un quartier, celui qui est le premier de la classe et qui roule des mécaniques parce qu'il a 18 ans dictée, on le traite de bouffon. C'est celui qui regarde la télé et qui voit qu'il suffit de s'être entraîné suffisamment longtemps pour pouvoir insulter les journalistes, et parce qu'il a marqué quelques buts, même 200 buts dans sa carrière, il peut pisser sur tout le monde en ayant l'espèce de légitimation d'une inculture et d'une vulgarité incroyable. Et ces gens baignent dans l'idée qu'il faut, par exemple, pour sauver la Grèce, vendre l'Acropole. Ces gens-là banalisent ce genre d'idée. Et tout ça repose sur une idée centrale qui est qu'on s'écarte de l'idée de droits humains. On a le droit à l'éducation, on a le droit à la santé, on a le droit au transport, on a le droit au logement pour se sentir un homme et interagir avec les autres, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur religion. Et je pense que je suis désolée, l'essentiel de l'attaque dans la dernière période a porté sur l'école. Et je crois que, pour être modeste, si ce gouvernement zoome absolument tous ses efforts sur l'école, rende la dignité aux formateurs, je crois que ce sera déjà une réalisation dans les quelques mois qui viennent. Merci beaucoup pour votre intervention. La parole est à la même personne là-bas. Ensuite, ce sera à vous. Et ensuite, à madame ici. Alors, par contre, juste toute petite seconde avant que je vous passe le micro, si vous voulez faire un commentaire sur cette intervention, c'est qu'évidemment, nous n'aurons pas le temps de prendre absolument toutes les questions, puisque la triste fonction de modérateur, c'est de frustrer, de donner la parole pour la reprendre le plus vite possible. Donc, je suis désolée. Il y aura un moment où nous devrons dire stop, et puis revenez l'année prochaine poser le reste de vos questions. Nous allons essayer d'en prendre le plus possible. Donc, merci à ceux qui ont le micro d'être le plus rapide possible pour laisser l'espace aux autres par solidarité. J'y vais. Bonjour, merci pour votre intervention. Vous parlez de révolution, mais je me pose une question. Cette révolution, qui va la faire? Comment on va la faire? Je regarde autour de moi, regardez qui nous sommes. Ce monde, c'est nous qui l'avons fabriqué. Combien parmi nous ont moins de 30 ans? Combien parmi nous ont moins même de 40 ans? Ce monde, c'est nous qui l'avons laissé faire. Il y en a quelques-uns, heureusement. Mais normalement, ce monde, mais je regarde quand même une moyenne d'âge, j'ai regardé dans les conférences,
Ce monde, c'est nous qui l'avons fabriqué. C'est nous qui l'avons laissé faire quelque part. Il faudrait peut-être qu'on se pose la question, pourquoi on est arrivé à cette forme d'échec? Peut-être parce qu'on a trop voulu se battre contre et qu'on n'a pas voulu se battre pour quelque chose. On a consommé, on a voté, on a fait confiance à des syndicats ou des partis, on a attendu qu'on nous amène la réponse, alors que la réponse, il faut la faire nous-mêmes. Il ne faut pas se regarder nous-mêmes entre syndicats, entre partis, entre réunions. On est déjà convaincus. Ce qu'il faut arriver, c'est regarder les autres. C'est construire, pas se battre contre, mais se battre pour proposer des modèles, proposer des réponses. Mais j'entends très très peu de réponses. Et je crois qu'il faut d'abord bien penser qui nous sommes, parce que pour faire une révolution, vu notre moyenne d'âge, vu notre nombre, nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas les armes, nous n'avons pas accès aux médias, nous n'avons même plus accès aux lois. Avec quoi va-t-on la faire? Donc il faut vraiment inventer nous-mêmes des nouveaux outils, utiliser la seule chose qui nous reste, c'est l'imagination, et se mettre au travail. Pas contre, mais pour. Je veux juste vous citer une chose d'Antonin Artaud. Antonin Artaud disait à un jeune poète qui l'a accompagné pendant les 18 derniers mois de sa vie, qui s'appelait Jacques Prevel. Il lui disait une phrase qu'on devrait mettre au fronton de tous les édifices. Il lui disait « Vous n'êtes pas assez révolté, Monsieur Prevel ». Eh bien, tout simplement, la réponse à votre intervention, c'est de dire que nous ne sommes pas assez révoltés, que nous ne le serons jamais assez. Quant aux jeunes, à la jeunesse, etc., moi, je ne crois pas du tout à ces distinctions-là. Je crois que simplement, ça vient tout seul, sauf que la chose qui diffère un tout petit peu, sans doute, c'est que, à notre génération, nous nous mobilisions au départ sur une réflexion strictement politique. Aujourd'hui, les plus jeunes générations, j'en prends pour exemple mes deux filles, se mobilisent d'abord pour des questions qui sont au fond des questions morales. Ma fille aînée milite à Réseau Éducation Sans Frontières. Ma fille la plus jeune a été très engagée dans les histoires, et elle l'est toujours d'ailleurs, dans les histoires de travailleurs sans papier. Au départ, pour des questions morales, pour dire c'est absolument impensable que l'on rafle des enfants à la sortie des écoles, ce qui choque beaucoup Madame Veil qui pense que les rafles sont réservées à une seule catégorie, et qui, là aussi, sont extrêmement choqués que des gens qui travaillent en France, qui payent leurs impôts, qui payent leurs taxes, soient considérés comme tout simplement des sans-papiers. Donc voilà, moi je crois que cette dimension-là, elle est la dimension qui pour moi m'apparaît la dimension mobilisatrice de la jeunesse, mais je ne pense pas qu'il y ait de hiatus entre eux et nous, tout simplement par l'âge. Et simplement, physiquement, moi je me sens tout à fait prêt à faire la révolution, je vous assure. Alors, juste avant de faire la révolution, il va y avoir encore le temps, je crois, pour une intervention et une deuxième, une troisième et peut-être une quatrième. Mais je crois qu'après, il faudra s'arrêter. Parce que, juste avant de terminer, nous avons 10 minutes de lecture d'un texte de Frédéric Lordon, qui... Merci de m'avoir fait cette surprise, c'est vraiment gentil. L'annonce faite à Linda. Ce n'est pas très grave, il faut s'adapter. Donc Cécile Mazan, si vous voulez bien attendre après la fin des interventions et des échanges, nous fera cette lecture qui dure une dizaine de minutes, donc un texte de Gérard Mordia. Donc c'est logique. Bonjour et merci pour votre intervention. Voilà, je voulais justement abonder dans votre sens parce que c'est vrai que c'est le peuple qui est confronté aux réalités et qui a les réponses. Les autres, les gouvernants, ils sont trop loin de nos problèmes. Comment peuvent-ils trouver une réponse? C'est celui qui est proche de ces problèmes dans tous les métiers qui peut en chercher une et en trouver une. Alors bon, c'est ça, c'est la vérité, elle est chez nous finalement. Et donc il faut faire confiance au peuple. Et secondo, c'est au sujet de la dette. Pour la dette, je pense qu'elle a été fabriquée justement pour tout privatiser, pour nous faire mettre les peuples à genoux. Et je pense qu'elle a été fabriquée de toutes pièces.
Voilà. Et puis, je voulais maintenant poser une question. C'est au sujet du TSCG. Il paraît qu'enfin, il y a beaucoup de partis et de personnes qui tirent la sonnette d'alarme, parce que là, on nous met les menottes pour très longtemps, et je me demande comment on va s'en sortir après. Voilà. Je voudrais que vous expliquiez un peu ce qui en est. Voilà, je vous remercie. Pour répondre à la dernière partie de votre question, je crois que là, seule une mobilisation populaire puissante et manifeste pourra empêcher la signature, parce que vraisemblablement, l'ensemble des députés actuellement élus voteront cet accord, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous mettra dans une situation absolument catastrophique sur le plan économique et social. Donc, comment faire, puisque ceux qui nous représentent vont de cette manière-là finalement trahir nos espoirs? Eh bien, c'est de leur faire entendre de façon puissante que nous sommes contre ça. Et puis, s'il faut aller chercher les députés un par un et les passer au goudron pour leur remettre la réalité en face des trous, eh bien, voilà, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Mais il n'y a pas d'autres moyens. Nous n'avons pas de moyens institutionnels de protester contre ça. Il n'y a aucune façon, on ne peut exiger, si François Hollande ne prendra jamais le risque de faire un référendum, et il fera plutôt passer, et c'est pas évident, par le Parlement, mais je pense que qu'il contournera ça, soit par, je ne sais pas quelle est la forme qui sera adoptée, soit un décret, soit quelque chose comme ça. Mais de toute façon, là aussi, on contournera la dimension démocratique qui serait nécessaire, toujours par cette même peur finalement, de l'ensemble des citoyens, et cette arrogance et ce mépris pour l'ensemble des citoyens qui sont censés ignorants et incapables de comprendre la situation. Donc, quelle est notre réponse? Bien, j'espère que sur ces questions-là, il y aura une mobilisation populaire suffisamment large et suffisamment forte, et encore une fois, une mobilisation qui ne sera pas simplement de témoignage, c'est-à-dire il ne s'agit pas de descendre dans la rue pour dire nous sommes contre et puis pour rentrer chez soi. Il faut descendre dans la rue et non plus bouger. Merci. Toute petite pause, une annonce de Dany. Bien, alors je suis désolé, mais le Verdun doit passer maintenant en service restauration. Donc je vous demanderai bien tous de pouvoir de dégager la terrasse, de vous installer plutôt de ce côté-ci pour qu'ils puissent installer les tables. Nous sommes victimes de notre succès, on ne va pas s'en plaindre. Hein. Donc voilà, merci à vous de bien vouloir dégager la terrasse. Voilà. Retour... Pardon. Nous sommes victimes de la restauration alors que nous parlons de la révolution. Alors, juste pour rappel, donc il y a ces deux messieurs qui ont des questions, madame qui sera l'avant-dernière et le monsieur qui sera la dernière intervention. Moi, je crois que nous vivons dans une 5e République, dans la Constitution voulue par De Gaulle. Donc, référons-nous à ce qu'il en a dit, le premier. Il confie la mission à Debré de faire cette Constitution en lui donnant 2 idées fondamentales. La première, la souveraineté réside dans le peuple, et la deuxième, mais le peuple ne doit jamais l'exercer. Alors j'ai entendu ici à plusieurs reprises, nous sommes le peuple, et là encore, il faudrait que nous allions à la Constituante et que nous écrivions. Moi je voudrais faire une proposition un peu décalée, parce que il y a nous, et puis plusieurs interventions, y compris on ne cesse de dire, et puis il y a les jeunes, ils ne sont pas là, et puis il y a les cités populaires, et ils s'abstiennent, et puis vous voyez, il y a toujours des gens qu'on exclut, même nous, qu'on exclut du peuple. Voilà, de temps en temps ils se révoltent, ils se rappellent à nous, pas seulement au pouvoir, mais ils se rappellent aussi à nous, les révoltes des quartiers. Vous voyez, moi je crois qu'il y a là un terrain fécond, un terrain que nous devons nous aussi féconder, et qui doit nous féconder. Moi j'ai envie de vous dire, venez avec moi, on va aller dans une cité des quartiers nord, et puis on va aller écrire la Constitution, on va aller écrire avec eux les articles de nos nouvelles constitutions. Vous voyez, j'ai envie de dire, les choses c'est là qu'elles se situent. Voilà, mais arrêtons de leur reprocher de ne pas être avec nous ici. C'est pas ici que ça se passe à la limite. Nous avons à réfléchir, on a besoin de se réunir et de travailler ensemble, mais il faut aussi que ça se passe avec eux.
Voilà, ils s'abstiennent, c'est pas parce que c'est des nazes. On ne cesse d'ailleurs de nous dire qu'ils sont immatures. Bon, ben moi je crois tout le contraire. Ils sont les plus matures. S'ils s'abstiennent, c'est pas parce que c'est, vous voyez, qu'ils sont bêtes voilà, ou en dehors. C'est parce qu'ils ont compris. À leur manière, ils l'ont compris. Voilà, donc il faut qu'on travaille avec eux. Merci. Non, mais sur l'idée d'une constituante, je suis entièrement d'accord. Oui, sans les professionnels de la politique, écrivons une constituante, écrivons... Moi, j'ai été très frappé au moment du projet de traité constitutionnel de la capacité de lecture de l'ensemble des citoyens, qui avait d'ailleurs très largement dépassé, et c'est ça qui était le phénomène pour moi le plus important, les organisations syndicales, les associations, etc. Eh bien, oui, allons-y, écrivons une constituante, échangeons, puisqu'on voit bien que de toute façon, le système, entre guillemets, démocratique actuel ne l'est en réalité pas, puisqu'il y avait un article d'Emmanuel Todd dans une revue de sociologie que j'avais trouvé très intéressante, où il faisait l'analyse sur, je ne sais pas, les 7 ou 8 ou 10 dernières années, pour se rendre compte qu'il y avait en réalité 35% de Français qui votaient. 35%, pas plus. Or, il mettait ça en parallèle avec ceux qui ont accès à des études supérieures, qui étaient aussi environ 35%. Donc, évidemment, les uns votaient pour les autres, toujours à l'intérieur du même cercle, et les autres, comme dit monsieur, pouvaient à la fois être exclus ou se sentir exclus ou être exclus de fait. Donc, bien entendu, il faut que nous reprenions ça et que, eh bien, si on avait le temps là, on s'y mettrait tout de suite et on commencerait les premiers articles de la Constituante. Au parc Jourdan, cet après-midi à 15h, il fera bon. Bon, alors, moi, ma question sera courte, la réponse peut-être longue. Vous avez parlé de la Révolution et de choses qui avaient du déclencheur. Comment ça se fait qu'en Grèce, on en est toujours là et que ça n'a pas encore pété, vraiment? Bien parce que c'est ça qui est formidable avec les révolutions ne se décrètent pas. Et ce n'est jamais à la suite d'une proclamation, d'un manifeste, d'une manifestation, etc. Regardez l'exemple très récent que nous avons vécu en Tunisie. C'est le modèle universel de toutes les révolutions. Ça commence comment? Un vendeur de quelque chose, un vendeur à la sauvette, se fait arrêter par un flic qui fait ou son boulot, qui est corrompu, ou les deux en même temps, ce qui se passe tous les jours partout dans le monde, y compris en France. Et puis, alors ça, c'est l'événement le plus banal, le plus anodin, etc. Ce qui d'un seul coup n'est plus ni banal ni anodin, c'est que cet homme s'immole par le feu et que soudain, c'est le pays entier qui s'embrase. Toutes les révolutions, que ce soit la Révolution française, la Révolution russe, enfin toutes les histoires des révolutions, commencent toujours par du pain pourri ou de la viande moisie. Et jamais par une déclaration, c'est pas de lire Karl Marx ou Robespierre qui fait la révolution. Ça sera un jour, en Grèce comme partout ailleurs, un événement que personne ne peut prévoir, et ça serait vraiment ridicule de vouloir être prophète, qui se passera et qui sera d'un seul coup le point sur lequel se focaliseront toutes les attentes, toutes les colères, toutes les révoltes populaires. Parce que ça paraîtra à ce moment-là totalement insupportable. Eh bien voilà, moi je crois qu'il faut simplement rester l'oreille aux aguets et les yeux grands ouverts et être prêt à justement participer à ce mouvement qui se déclenchera, je l'espère de tout mon cœur, un jour ou l'autre. Comment, pourquoi, bien sûr je l'ignore. Il suffit peut-être un jour que, je ne sais pas, il se passe qu'un flic tue quelqu'un ou qu'au contraire il se passe quelque chose de tout à fait insupportable, comme il s'en passe tous les jours, et puis cette fois-ci, ça sera la fois de trop. C'est ça, et c'est comme ça que ça se déclenche. Et nous arrivons donc à la dernière intervention. Retournez-vous. Bonjour et merci. J'ai deux petites choses. Le monsieur qui est intervenu tout à l'heure, là, qui voulait me donner mauvaise conscience sur les 40 années passées,
aurait pu poser la question, il aurait pu demander combien il y a de militants, ceux qui ont un peu milité, mais à tous les niveaux, lever la main. Ça aurait pu être assez intéressant par rapport aux moins de 40 ans. Bon, et l'autre, finalement, mon autre question a été un petit peu diminuée par deux interventions derrière. La Constitution, mais pour moi, ce qui est vraiment implicite dans tous les interventions qu'on a eues depuis le début, c'est la question de la représentativité. Démocratie, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, mais démocratie représentative, même si on est contre la démocratie représentative sous la forme actuelle, il y a quand même une invention à faire. Et ma question, c'est ça. Est-ce que, moi je ne suis pas un spécialiste du tout, est-ce que vous connaissez des réflexions sur une autre démocratie représentative? On en a, évidemment, c'est apparu toujours en filigrane dans la dernière demi-heure, mais est-ce qu'il y a des travaux là-dessus? Il y a sans doute des travaux là-dessus, je l'ignore. Ce qu'on peut se dire simplement, c'est qu'il y aurait des mesures immédiates et finalement pas si compliquées que ça à prendre, qui seraient d'une part d'interdire le cumul des mandats et deuxièmement de limiter les mandats à 2. Voilà, à ce moment-là, d'un seul coup, il y aurait à minima, c'est une mesure social-démocrate, mais qui serait à minima un facteur de renouvellement des personnels. Je veux dire, ça c'est à minima. Alors pour le reste, eh bien, on peut penser aussi, et je me souviens non pas de travaux très récents, mais cette question-là avait été très largement débattue au moment de la Commune par Eugène Varlin, qui avait beaucoup réfléchi à ça et qui justement disait, eh bien, il faut que le peuple soit représenté par ceux du peuple et non pas justement par ceux qui s'auto-désignent comme représentants du peuple. Donc je crois que cette question, elle existe toujours. Je crois que si on veut être dans un système qui va vers plus de démocratie, parce que là aussi la démocratie n'est pas une sorte d'absolu ou de paradis, etc. Ça ne sera jamais ça, et il y aura toujours une chose que nous pourrons remettre en cause. Mais je crois que c'est surtout ça qui est important, c'est la capacité à remettre en cause continuellement ce qui semble établi pour toujours et éviter l'ossification et des pensées et des structures et des personnes. Je crois que c'est ça. Moi, ce qui me frappe, c'est comment la France est un pays à ce point conservateur et ossifié. Il y a toujours deux choses que je mets en rapport parce que je les trouve très significatives. Sur le plan de la productivité, les Français sont parmi les premiers au monde, sinon premier ou deuxième en tant que salariés. Hein, là aussi, c'est le fameux journal gauchiste qui s'appelle le Financial Times qui donnait le classement. Donc on est parmi ça. Si on se tourne du côté de l'entreprise et du côté de la recherche et développement, alors là, il faut regarder dans le fin fond du classement, on est à peine devant la Malaisie. Pourquoi ? Bien parce qu'on est toujours dans cette idée très 19e siècle, finalement, où les capitalistes français capitalisent, thésaurisent, accaparent l'argent et sont incapables finalement d'être de bons capitalistes, de le réinvestir pour un développement, pour une innovation, etc. Et c'est dans ce domaine-là que, bien entendu, prospère ce qu'on appelle le capitalisme financier, où c'est le grand fantasme patronal de faire de l'argent qu'avec de l'argent, sans plus d'entreprise. Bien sûr, c'est un fantasme, mais c'est quelque chose qui fonctionne dans la tête de beaucoup. Donc, la démocratie représentative, à mon avis, elle commence dans l'entreprise. Et je crois qu'un des combats qui est à mener aujourd'hui serait justement que la représentativité des salariés à l'intérieur des entreprises soit non seulement reconnue, elle l'a été, mais elle est sans effet, mais réellement effective. C'est-à-dire que l'on ne puisse plus orienter les entreprises, les délocaliser, les vendre, supprimer des emplois, sans qu'il y ait réellement une réflexion à laquelle soit non seulement associée, mais soit aussi décisionnelle l'ensemble des personnels. Et là, juste pour revenir sur une chose de langage, parce que c'est là que la question est difficile pour nous tous. J'ai tourné il y a longtemps avec Nicolas Philibert un film sur le discours patronal qui s'appelait La voix de son maître.
On a tourné en 76 ou 77. Eh bien, en 76 ou 77, dans toutes les entreprises, il y avait un directeur du personnel. Lorsque le film est sorti en 78, il y avait désormais dans les entreprises un directeur des ressources humaines. On était passé du personnel à la ressource. Et aujourd'hui, une marche énorme a été franchie parce que le personnel, l'ensemble des salariés des entreprises ne sont plus considérés ni comme personnel, ni même comme ressources, mais par une notion comptable et absolument abstraite qui est variable d'ajustement. Vous tous ici, et moi aussi, nous sommes des variables d'ajustement. Nous n'existons plus en tant qu'individus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye là aussi de substituer la personne, de lui substituer des chiffres. Vous êtes comme moi, témoin tous les jours d'une guerre qui ne dit pas son nom, mais qui fait 500 licenciements ici, 400 ici, 3500 ici. Des chiffres. Il n'y a pas de visage, il n'y a personne derrière. Des chiffres ou des pourcentages, parce que le chiffre ou le pourcentage a la grande avantage d'être sans affect et donner l'illusion, parce que c'est une illusion complète, d'être scientifiquement neutre. Voilà, eh bien, je me souviens que la dernière phrase, et nous l'avions fait finalement sans analyse mais par instinct, mais on était tombé juste, la dernière phrase qui était prononcée dans la voix de son maître par le patron de Thomson à l'époque qui s'appelait Guy Brana, il disait « Aujourd'hui, le capital est devenu anonyme et cet anonymat est une force ». Eh bien, c'est contre cette force anonyme que nous avons à lutter. Et c'est vrai que c'est un combat qui n'est pas évident, qui n'est pas facile et sur lequel il faudra faire preuve de beaucoup d'imagination parce que les forces qui sont opposées aux forces du travail sont des forces extrêmement puissantes, structurées et à qui la violence ne fait pas peur. Simplement, juste peut-être pour conclure, de dire que c'est vrai que je suis convaincu que la littérature, la poésie, la dramaturgie, etc., peut aujourd'hui porter un discours d'opposition que ne peuvent pas porter les politiques, enfermés dans le cercle qui est le leur. Et que, de la même manière qu'à l'époque de Margaret Thatcher, la grande opposition intellectuelle, politique, économique, sociale, à tout ce qu'elle faisait, est venue des romanciers anglais, des dramaturges, des poètes, etc., alors que les travaillistes étaient soit totalement muets, soit totalement complices. Je crois aujourd'hui qu'en France, eh bien, la parole d'opposition passe aussi par le domaine de l'imaginaire, par le cinéma, par la télévision, par le théâtre, etc. Je crois qu'il faut justement sans cesse penser et sans cesse faire entendre une voix qu'on n'entend pas ailleurs, dans d'autres termes, avec d'autres mots, avec justement cette idée de renverser cette novlangue que l'on nous impose comme étant le cadre de notre réalité. Ce n'est pas notre réalité, c'est la réalité que l'on veut nous imposer, dans laquelle on veut nous enfermer. Et je suis convaincu... je prends l'appui sur Franz Kafka pour dire que la littérature est une hache. Eh bien, cette hache, j'entends la manier et la manier vigoureusement. Merci. Nous sommes très contents du déroulement de ces premières rencontres et je crois qu'à l'issue de ces premières rencontres, on va recréer un autre petit mouvement pour continuer à faire vivre la chose entre nous et préparer les prochaines rencontres. Et je me fais donc là le porte-parole de François. Ce mouvement qui s'intitule La citoyenne de répression et d'observation de l'unique pensée économique, autrement dit la croupe, sera un observateur des pratiques en matière d'atteinte au pluralisme des idées économiques, comme elles se sont bien exprimées pendant ces 3 jours dans d'autres lieux qu'ici. C'est un lobby citoyen de pression sur les acteurs, organisant le règne de la pensée unique. Alors, pour ce qui est de la pression, il faudra que nous nous mettions tous pour la faire monter.
Et enfin, c'est un regroupement d'acteurs prêts à participer au débat d'idées. Donc, des bénévoles, encore une fois, des gens qui sont capables de créer de la richesse pour le seul plaisir de la créer et d'y trouver un épanouissement personnel. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas quantifié dans l'économie. C'est la base du militantisme et c'est une puissance extraordinaire qui est trop souvent mal appréciée, inappréciée. J'ai pas mon nez rouge, c'est pour pas parler du nez. Voilà, donc eh bien cette groupe, si vous voulez la rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Donc on a déjà un slogan, n'est-ce pas? C'est la groupe ne doit pas être flattée, elle doit être satisfaite. Merci.